Bonjour à tous, salut Quentin. Salut Antoine, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour se remettre d'une rupture avec un pervers narcissique. Mhm, Ce sont des relations qui sont souvent très fortes, qui mhm, contiennent quelques hauts et aussi beaucoup de bas. Ce sont aussi des mhm. relations desquelles on sort souvent un peu amoché. C'est des relations Un peu? dans lesquelles on a, c'est un euphémisme, dans lesquelles on a aussi souvent beaucoup de ruptures, peut-être 10 ruptures, 15 ruptures, 30 ruptures, 100 ruptures avant que la rupture finale arrive. Mhm. Et il n'est pas toujours évident d'arriver à s'en remettre à la fin parce que on a perdu confiance en soi, on s'est fait descendre par quelqu'un en permanence, on a perdu tous nos repères, on a aussi parfois perdu nos amis, notre famille dans cette histoire et c'est loin d'être évident. Nos ressources aussi. Nos ressources. Alors, à la sortie d'une relation avec un pervers narcissique, d'une relation hautement toxique, en fait, que ce soit avec un pervers narcissique ou pas d'ailleurs, on est ravagé. On n'a plus d'énergie parce qu'on a essayé de donner le maximum avec toute sa bienveillance et tout son cœur dans l'histoire. Et on a l'impression qu'on n'a jamais eu de moment de répit parce qu'il y a toujours cette intensité qui est permanente. Et donc on est épuisé, on est fatigué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les ruptures, puis on se remet ensemble, puis rupture, puis se C'est remettre ça. Dès ensemble. qu'on prend un peu d'énergie, on y retourne. Bien On se sûr, retrouve à zéro et on bien sûr, recommence. parce qu'il faut pas se leurrer, il y a quand même des sentiments qui sont forts, et donc il y a beaucoup d'émotions qui sont échangées, et il y a beaucoup de dépendance aussi. Donc forcément, quand on n'en peut plus, on arrête, et puis à un moment donné, on est seul, on se dit « ouais, non mais quand même et on y retourne. Et dans ces allers-retours-là, eh bien, au bout d'un moment, on s'épuise complètement. Donc quand ça s'arrête pour la dernière fois, c'est qu'on n'en peut plus. Mm. Et quand on n'en peut plus, c'est qu'on n'a plus de ressources. On n'a plus de ressources souvent d'argent, souvent émotionnelles, Santé. de santé mentale aussi. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'arrive même plus à faire mes courses. Mm. Quand je suis sorti de la relation la plus toxique que j'ai vécue, j'avais même plus la force de me lever pour aller faire mes courses. Je me rappelle qu'une fois, j'avais une enveloppe qui était posée sur mon bureau, je devais la poster. J'ai mis une semaine Pour la à aller poster. à la poste qui était à 40 mètres de chez moi. Une On semaine. dit que les symptômes ressemblent un peu à ceux du burn-out de manière concrète. Alors ça n'a rien à voir, mais on dit que c'est les symptômes à peu près qui ressemblent à ça. Oui, alors Plus de force, plus d'énergie. en effet, On fait plus j'ai rien. aussi vécu un burn-out Ah bah. quand j'étais beaucoup plus jeune. Quel flush royal. Ah oui, Bravo. non, mais j'en ai eu un bon paquet. Et en effet, les symptômes sont presque les mêmes, sauf que le burn-out, on a encore espoir en l'amour et dans le monde. On se dit juste qu'on a été complètement, qu'on a dépassé nos limites et qu'on ne s'est pas respecté. On sent un petit peu qu'on est responsable dans l'histoire du burn-out. Alors que dans une relation toxique, on a l'impression de s'être fait avoir. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ressembler à un paillasson sur lequel on s'est essuyé avec des chaussures pleines de boue, qu'on nous a arraché la moitié du truc, qu'on nous laisse là à moitié presque en pissant le son, tellement on est défoncé, quoi. Et on est vraiment dans un état de ravage parce qu'on a donné jusqu'au bout de moindre parcelle d'énergie qu'on avait et on ressort de là, on est rincé. Je te propose qu'on revienne dans les choses chronologiques parce que comme tu le sais, j'aime beaucoup les étapes et la chronologie là-dedans. Et je vais commencer par une question qui est un peu perverse pour faire un petit coucou à nos pervers narcissiques qui sont quelques-uns quand même à regarder cette chaîne aussi aujourd'hui. Question un petit peu tordue, un petit peu perverse. Est-il possible qu'une personne saine trouve du plaisir à ces ruptures et à se remettre ensemble juste après? Je te cite certains cas que j'ai eu en coaching. Il me disait, quand on n'en pouvait plus, on se criait dessus, on se quittait. Et je savais une chose, c'est que dans quelques jours, le couple allait reprendre de plus belle. On allait se retrouver nus ensemble, on allait faire plein de choses, on allait s'adorer. Et j'allais avoir quelques jours de bonheur. Un peu comme si à chaque fois qu'il y avait ce bas, la personne, à force d'habitude, de savoir qu'il y a au bout de 10, 30 ou 50 ruptures, savait très bien qu'en bas allait arriver le haut qui était juste après. Est-il possible d'aimer ça au final? Alors, Même inconsciemment. aimer se retrouver, oui, bien sûr. On aime toujours se retrouver quand il y a de l'amour, quand il y a des sentiments. On est heureux de retrouver les gens qu'on aime. Je veux dire, que ce soit nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, quand on les voit pas pendant un moment, on est super content de les retrouver. C'est après que ça se passe mal en général. C'est au bout de quelques jours, quelques heures, quelques minutes selon les profils, où on est vraiment agacé, où on a envie de partir en courant. Mais les gens qu'on aime, pour qui on a de l'affection, on est toujours content de les retrouver. Ce qui veut dire que s'il y a éloignement, il y a espoir de rapprochement, clairement. Et là où c'est encore plus dur, c'est il y a éloignement, on est habitué à on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, et puis un jour on se sépare, et là l'autre veut plus jouer à ce jeu-là, et là on est dans la déchéance. Et là c'est terrible, parce qu'on avait toujours eu cet espoir, on s'était dit oui ok c'est dur, c'est fatigant, etc. Mais finalement comme on se retrouve, c'est peut-être une façon de fonctionner, et peut-être qu'on peut apprendre à fonctionner avec ça, et en fait non, au bout d'un moment ça craque. Il y en a un des deux qui arrête de jouer le jeu, et là l'autre il est au fond du gouffre. Je compare souvent les relations avec les pervers narcissiques avec celles des addictions, généralement à tout type de substances. Par exemple, si jamais un soir, une personne boit vraiment trop de bière, elle peut le lendemain matin, elle peut passer une super soirée, le lendemain matin se détester, dire plus jamais je boirai de ma vie.
Et en effet, pendant 2-3 jours, c'est un break total avec l'alcool de manière générale. Et au bout de 2-3 jours, les copains reviennent à la maison, ils refont la fête et c'est reparti. C'est-à-dire que Tout à fait. tu aimes passer des super bons moments avec ça, tu détestes ça après, mais ça peut être la bière ou n'importe quel type de substance, tu retournes dedans et tu as un cycle d'amour et de haine qui est totalement cyclique. Oui, tout à fait. Ça, c'est pour une... On retrouve un peu avec le pervers narcissique finalement. Alors, on la Dans retrouve cette addiction. certes avec le pervers narcissique et aussi dans beaucoup d'autres domaines, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est vivant est en mouvement. On est fait pour être en homéostasie, c'est-à-dire en équilibre autour d'une valeur moyenne. Mais il y a toujours une oscillation. Notre température, elle Un change. like sur la vidéo pour l'homéostasie. Notre température, c'est 37,2 et on oscille autour de 37,2. Le pH de notre sang, c'est 7,12, je crois, et on oscille autour de cette valeur-là. Et en fonction de ce qu'on mange, on réajuste, etc. Et donc, on a des ajustements comme ça par rapport à des constantes vitales autour desquelles on oscille. Mais on a besoin de cette oscillation. On est éveillé, mais on ne peut pas être éveillé tout le temps. On a aussi besoin de dormir. Et donc, on est toujours dans ce mouvement, comme ça, entre sécurité et insécurité. Et ce qui se passe dans les relations amoureuses, dans cette dynamique de on se sépare, on se remet ensemble, c'est on est ensemble, on est en insécurité parce qu'on se bouffe la vie, donc on se sépare pour retrouver sa sécurité. Oui, donc on a retrouvé sa sécurité, sauf qu'on commence à ressentir l'insécurité de l'absence de l'autre, donc on va se remettre ensemble. Et finalement, on est sans arrêt en train de répondre à une sensation d'insécurité en permanence comme ça. Et donc, cette oscillation-là, j'ai envie de dire, elle est preuve de mouvement. Et le truc, c'est que quand on se sépare et qu'on reste seul dans son monde, on se retrouve en sécurité. Mais il n'y a plus de mise en mouvement. Donc, on se sent mort. Donc, inconsciemment, on se sent mort. Étrangement vivant dans ce type de relation. Exactement. Et dans l'exemple que tu as pris des substances biochimiques, c'est ça. C'est-à-dire que la personne qui a cette petite faiblesse et qui va aller dans son péché, entre guillemets, de l'usage de cette substance biochimique, sur le moment, elle est euphorique, c'est cool, ça la met en mouvement. Après, le lendemain, c'est super dur, elle dit non, plus jamais. Et puis, au bout de 3-4 jours, elle s'ennuie. Elle s'ennuie parce que sa vie manque de mouvement, manque de mise en situation, manque de mise en danger, manque d'adrénaline quelque part. Et donc, elle va retomber dans le truc parce que ça crée du mouvement. Et on a besoin d'une mise en mouvement. Alors la question, c'est est-ce qu'on fait une mise en mouvement qui augmente notre état d'harmonie interne ou qui la diminue, notre état d'énergie globale. Et comment est-ce qu'on gère cette mise en mouvement? Ça s'apprend, c'est tout un art, mais c'est ce qui permet de retrouver de la saveur de vivre sans forcément être dans ces relations avec ces amplitudes aussi énormes. On est toujours au moment de la rupture. Là, moi, on m'a dit une très belle phrase. On m'a dit, Antoine, fais la différence entre ce qui est bon pour toi et ce qui t'excite. Par exemple, typiquement, on parlait de substance ou autre. C'est excitant, c'est génial. Tu passes une super soirée et le lendemain, c'est pas du tout génial. T'es vraiment au fond du fond. C'est excitant, mais c'est pas bon pour toi. Alors qu'une relation saine, qui peut être peut-être un peu plus morne, du coup, qui a peut-être beaucoup moins de vie, tu ne cries pas, tu jettes pas tout par terre, tu jettes pas tous les vêtements par la fenêtre. Peut-être tu auras un peu moins de goût, tu te sentiras moins vivant dedans, mais ça sera peut-être meilleur pour toi. Comme une vie où tu manges peut-être un peu plus de fruits et un peu moins de choses grasses dedans, peut-être moins excitant et probablement meilleur pour toi. Alors, je pense que les deux sont aussi pénibles, c'est une perte de temps, d'amour dans les deux cas, parce que dans les relations où on est tout sécurisé, où on a toujours tout ce qu'on veut, où l'autre est toujours bien, toujours mieux, au bout d'un moment, on s'ennuie. L'être humain est pénible en fait. Il faut être ni dans une extrême ni dans l'autre. Il faut ni être avec un pervers narcissique dans une relation passionnelle destructrice, ni non plus dans une relation qui est trop morne. On comprend qu'il faut trouver un genre d'équilibre pour survivre là-dedans. Un équilibre qui oscille. Il y a quand même un phénomène que j'ai pu observer, c'est quand on a été dans une relation hautement toxique et qu'on n'a pas forcément compris tous les enjeux de son propre fonctionnement, dans la relation qu'on enchaîne derrière, on inverse les rôles, sans s'en rendre compte. On devient la personne qui va dire à l'autre ce qu'il doit faire, qui va le diriger, et on va quelque part se venger de la relation précédente à travers la relation d'après. Ça, c'est une dérive qui est possible. Maintenant, quand tu disais l'être humain est pénible, un extrême, l'autre extrême, je pense que ce qui est problématique, c'est l'amplitude, et encore une fois, c'est l'excès qui est nocif. C'est-à-dire que si on attend que ce soit quelque chose de l'extérieur qui nous mette dans ce mouvement, eh bien, a priori, on subit sa vie. Alors que si on crée ce mouvement de soi-même, si on accepte la prise de risque de créer des mouvements à certains endroits, de se challenger soi, eh bien à ce moment-là, c'est plus l'autre qui vient nous rendre vivants, on n'est plus sous perfusion de la relation, de la substance biochimique ou de ce qui va venir perturber notre système, on est capable de le mettre en mouvement soi-même, son système. Ouais. Mais là, ça demande en général d'oser écouter ses rêves, et pas ses obligations. Et ça, c'est très difficile, parce que dans notre enfance, on nous apprend à écouter les obligations. Donc on va répondre aux obligations du monde extérieur, on va plus difficilement faire éclore de soi ce qui nous tient vraiment à cœur. Nous venons de voir l'étape 1 sur les 100 étapes pour se remettre d'une rupture avec un pervers narcissique. Donc maintenant, passons à l'étape numéro 2.
au bout de 10 minutes de vidéo. Étape numéro 2, non, il n'y a pas 100 étapes dessus. Étape numéro 2, donc, on réalise que cette rupture était la bonne. On va savoir pourquoi, elle est différente, elle n'a pas le même goût, l'autre se désimplique, on se désimplique aussi. On ne retrouve pas ce qu'on a pu retrouver peut-être dans les 100 ruptures avec la même personne là auparavant. C'est vraiment différent. Il y a cette période de solitude ou de réalisation que toute cette chose toxique, addictive, on ne l'aura plus et on se retrouve dans... Est-ce qu'on peut se retrouver dans un monde qui n'a pas de saveur finalement derrière ? Alors c'est en effet une phase pendant laquelle on a l'impression d'être en dépression amoureuse ou peut-être même véritable dépression. On a l'impression que plus rien n'a de sens, plus rien n'a de saveur. Et je pense que dans ces cas-là, c'est intéressant de se faire accompagner pour aller chercher le sens en soi là où on ne le trouve pas d'habitude. Parce que quand on est assourdi par le hurlement des obligations extérieures, on y répond sans arrêt, les sollicitations de l'autre, les besoins, les demandes, les exigences, eh bien on est sollicité par l'extérieur. Donc on va activer son système parce qu'on est sollicité par l'extérieur. Et ça, on le fait depuis qu'on est tout petit. Et quand au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui nous sollicite à l'extérieur parce qu'on est en dépression, on n'y arrive plus, on est enfermé chez soi, on ne peut plus bouger, comme je le disais. Moi, j'ai passé une semaine à pas pouvoir poster une lettre, comme c'est le truc de fou. Et ben à ce moment-là, à un moment donné, va émerger le fait de se dire « Et moi, au fond, qu'est-ce qui m'anime ? Et moi, au fond, qu'est-ce qui me motive ?» Et c'est un tout petit murmure. Et il y a une phrase qui m'est venue un jour, c'est « C'est très difficile d'écouter le murmure des rêves face au hurlement des obligations. » Et donc, quand on est dans une relation ou même dans un rapport à soi où on veut être le sauveur, où on veut être la personne fiable, où on veut être, etc., eh bien, dès l'instant où on a une sollicitation extérieure, ça nous valorise, on répond, on dit « Ouais, je suis là, j'y vais, je suis sollicité pour accueillir, pour écouter, pour être la personne à qui on se confie, pour être la personne qui va faire les travaux, pour apporter la solution, etc. » Et puis, on ne se rend pas compte qu'on se fait avoir au final, qu'on perd notre énergie, on la dépense, et que surtout on sert le rêve des autres au lieu de nourrir le sien. Et à force de servir le rêve des autres, on se perd dans l'histoire. Donc oui, on a cette période pendant laquelle, après coup, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de goût à rien. Et l'idée, c'est de se rééduquer, de réapprendre l'émergence de ce qui vit en soi pour commencer à trouver un nouveau sens à sa vie que répondre aux sollicitations extérieures et commencer à être le créateur de son existence. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui ne s'apprend pas dans l'enfance, que nos parents ne nous apprennent pas, et donc qui s'apprend, j'ai envie de dire, avec une forme de maturité et un accompagnement pertinent. La première nouvelle relation, après cette rupture amoureuse, donc on ne parle surtout pas de reconquérir le pervers narcissique, pas du tout. La première nouvelle relation amoureuse, tu as dit tout à l'heure qu'elle pouvait avoir soit pas de goût, soit qu'on pouvait devenir soi-même, pas le pervers narcissique, mais la personne qui est un peu contrôlante ou manipulante dans la relation. On peut aussi devenir complètement apathique, j'imagine, si on a une dépression, comme tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour se remettre d'aplomb rapidement si on n'a pas envie de devenir soit apathique, soit contrôlant, soit stressé par la vie ? Je pense que l'inconfort de la solitude est très difficile à encaisser dans ces moments-là. Et on aimerait continuer à croire en l'amour, donc il y a des personnes qui vont avoir tendance à se remettre très très vite en couple derrière. Le problème de ça, c'est qu'on n'a pas le temps de faire le deuil de ce qui dysfonctionnait chez soi, et donc on n'a pas le temps d'être à l'écoute de soi. On va de nouveau très très vite être sollicité par quelqu'un d'extérieur qui va nous renvoyer une image, une dynamique relationnelle, etc. Et donc plus on se remet tôt dans un couple, et moins on aura fait de travail sur soi. Donc moins on pourra rentrer dans une dynamique saine de relations agréables. Parce qu'on croit souvent que c'est parce qu'on a pioché le mauvais numéro. Et c'est vrai qu'on est tombé sur des gens particulièrement tordus. Pour autant, on a aussi des attentes qui vont faire en sorte qu'on va attirer à soi ce type de profil, puisque si on regarde, on reproduit le schéma, on attire toujours à soi un profil qui plus ou moins la même histoire, quoi. Donc pour sortir de ces schémas répétitifs, à un moment donné, il y a un travail à faire sur soi pour se reconstruire autrement et essayer de proposer un autre paradigme du couple, donc c'est-à-dire un autre concept, une autre façon d'interagir avec l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à être en couple et malheureusement, on apprend par exemplarité. Et souvent, on apprend l'exemple de nos parents. Et c'est le seul exemple qu'on a eu constructif dans notre inconscient quand on était gamin. On a appris comment on se disait bonjour quand on est en couple, on a appris comment est-ce qu'on résout des problèmes, comment est-ce qu'on gère des désaccords, comment est-ce que, etc. Et toutes ces façons de faire là, eh bien, on les a apprises dans notre inconscient à travers l'exemplarité de nos parents. Et si on a eu un couple parental pas forcément fonctionnel, ce qui est quand même une grande majorité de cas aujourd'hui, eh bien, si on ne réapprend pas une autre façon d'être en couple, si on n'arrive pas à réinventer une nouvelle façon d'être en couple que l'exemple qu'on a suivi, ben on attirera toujours à soi un profil identique, ou alors des fois c'est juste le profil opposé, mais c'est à peu près le même fonctionnement, la même dynamique globale, et tant qu'on ne change pas son paradigme du couple,
malheureusement, Il est temps de se changer soi-même si on veut que changer le type de personnes qu'on attire, ou en tout cas repousser les personnes qui sont toxiques juste après. déjà apprendre ça, c'est pas mal. Ouais. Apprendre à repousser les personnes toxiques, c'est J'ai pas mal. beaucoup de gens en coaching qui me disent Antoine, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai quitté cette personne, ça s'est mal passé, j'ai bien compris, j'ai pas eu de chance et ça se reproduira pas. Et un an après, je les retrouve avec le même profil, une femme un peu plus grande, plus petite, un homme un peu plus rond, un peu plus musclé ou pas, le même profil juste derrière. Ou alors le profil complètement opposé, mais la même dynamique relationnelle. C'est pour ça que, bien sûr, tant qu'on considère qu'on est tombé sur le mauvais numéro et que c'est la faute de l'autre, et uniquement la faute de l'autre, j'ai pas dit que l'autre avait pas sa part, hein. Je suis pas du tout en train de dire ça. Une personne qui se conduit de manière non respectueuse de l'intégrité de l'autre, elle est non respectueuse de l'intégrité de l'autre, hein. Et on est victime d'agression dans ces cas-là, qu'on soit très clair. Simplement, si la manière dont on échange et ce qu'on recherche dans un couple, ça reste toujours la même chose, ben, même scénario, même casting, même fin. A priori, hein. Donc il y a en effet un travail à faire, pas forcément sur soi dans son hypersensibilité ou dans son approche de l'amour, mais dans l'interaction avec l'autre et dans éventuellement certaines attentes qui sont parfois démesurées de prise en charge de soi par l'autre. C'est-à-dire que quand on attend un sauveur, ben, on rentre dans le triangle de Karpman. Exactement. Donc, réaliser que oui, on a été victime d'une personne qui n'était pas forcément saine. Comprendre qu'on a aussi, quelque part, 50%, mettez le pourcentage où vous voulez. Je vous propose un exercice qui est très rigolo par rapport à ça. Je vous propose que vous mettiez ça en commentaire juste en dessous. Donnez-moi quel est votre pourcentage de responsabilité dans cette relation en dessous. Est-ce que c'est 1% vous et 99% l'autre? Est-ce que c'est 0% vous? Est-ce que vous êtes à 10, 20, 30, 40 ou 50? Et la chose drôle ou intéressante par rapport à ça, c'est que plus votre réponse approchera de 50%, plus vous serez dans un stade avancé de guérison. Et plus vous serez dans les soit 0%, soit 100%, plus il y a de travail encore à faire pour y arriver. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Complètement, mais c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi. Je veux dire, à un moment donné… ça prend du temps aussi, je pense. Alors, ça prend du temps, puis ça demande surtout… En fait, quelque chose qu'on a… Non, mais ça demande quelque chose qu'on n'a pas au moment de la rupture. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et que merci de me donner la possibilité de l'exprimer. À la suite d'une rupture dans une relation toxique, on est ravagé, notre estime de nous, elle est au plus bas. Et donc… si on se remet en question à ce moment-là, déjà qu'on est fragile, mais en fait on peut pas. Mais on peut pas, on n'y arrive pas. Donc la première phase, c'est forcément la faute de l'autre. Et quand on commence à se reconstruire, moi, il y a un moment donné, ça a fait un flash dans ma tête. Je me suis dit, mais là, je suis capable de voir les névroses de mon ex. Et quand je les vois, je fais, waouh, c'est du lourd. Puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais attends, si je me suis mis en couple avec cette personne-là, c'est que j'ai au moins autant de névroses, mais peut-être dans d'autres domaines. Et j'ai commencé à me dire, oula, ça pique, oula, ça fait mal là. Et c'était pas facile. Parce qu'en fait, une personne aujourd'hui, mais ça c'est clair, une personne qui me propose une relation toxique, mais c'est non. Je le détecte tout de suite, j'en veux pas. Je suis plus manipulable aujourd'hui dans les relations amoureuses. Il y a des livres qui picotent un peu dans leur titre aussi, que j'ai trouvé dans plein de langues différentes. Il y en a un qui s'appelle, je crois, Les menottes invisibles. En gros, il n'y a absolument pas de menottes, il n'y a même pas un fil pour vous attacher à quelque chose, et on est coincé dans cette relation, quasiment de notre plein gré. Alors quand je dis ça à mes clients, en général, ils me disent « Non mais Antoine, comprends-moi bien, on avait des enfants, on avait une maison. » Il y a toujours un « Antoine, oui, mais il y avait quelque chose. » Qu'est-ce qui t'empêche de partir si tu es maltraité, que tu aies une maison, une voiture? Alors pas forcément partir, mais au moins refuser la maltraitance, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, non, quoi. Personne mérite d'être maltraité, mais vraiment personne. Hein. Et comme ça vient attaquer pile dans nos failles, on a toujours un « Oui, mais ». Oui, mais… C'est vrai que le oui, mais, c'est un bon capteur. Ça faisait quand même 20 ans qu'on était ensemble. Il y a toujours un oui, c'est vrai, j'aurais pu partir. Mais… et puis là, tu as toujours choisi l'excuse qui va juste après. Et c'est vrai, c'est ça. Tu sais, des fois, quand tu prends un cheval, tu peux juste mettre avec sa bride, si je ne me trompe pas, un tour de bride autour d'un arbre et même pas l'attacher ou mettre une pierre dessus. Le cheval ne bougera pas parce qu'il pense que c'est stable. Et il y a un peu ça dans le couple pervers narcissique versus haut potentiel, hypersensible, empathe, etc. C'est qu'on est coincé avec une espèce de menotte invisible, et ces menottes s'appellent juste tes névroses en fait. T'es coincé sur ton pire manque au monde.
Maintenant, pour être un petit peu empathique avec les personnes qui viennent de vivre une rupture suite à une relation toxique, je pense qu'il y a une première phase où déjà on essaie de gérer son estime de soi, son amour-propre, on en a pris. Donc on va se rapprocher des gens qu'on aime, on va dire du mal de l'autre parce qu'on a besoin d'être renforcé dans son estime. C'est une première phase, ok, c'est une première phase. Ce qui est intéressant, c'est de continuer les phases un petit peu plus loin que de s'arrêter là. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on cherche à avoir raison, à donner tort à l'autre pour remonter un petit peu son estime. Puis après, on s'aperçoit de sa part. On peut prendre peut-être éventuellement un petit peu sa part. Et puis, on prend sa part, mais avec sa tête. C'est-à-dire qu'on va être capable de comprendre, ah oui, mais tiens, j'ai eu telle faille, telle névrose, telle carence, donc du coup, c'est normal. Ok, Antoine, c'est bon, j'ai compris, la prochaine, ce sera la bonne. Et comme tu me le disais tout à l'heure, si on s'arrête là, la prochaine, c'est pas la bonne. On reproduit, pourquoi? Parce que comprendre avec ça et assimiler avec ça, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que les prises de conscience, on croit que c'est suffisant. On est dans une culture freudienne, lacanienne de la psychologie en Europe, et on est persuadé que dès l'instant où on prend conscience, c'est bon. Un like pour Freud sur la vidéo. C'est bon, on a compris, alors c'est bon, ça se reproduira pas. Comme si les mots guérissaient les mots. Les mots MOTS guérissent les mots MAUX. Non, ça permet de prendre conscience. Mais ce qui permet de faire en sorte de ne pas reproduire le schéma, c'est d'être capable d'agir autrement. Et quand on agit, on est spontané. On n'agit pas avec son cerveau, on agit avec tout son être. Donc quand on est dans la relation, on est dans la relation avec tout son être. Donc la relation d'après, si on a compris, en fait, on est dans le mental, on mentalise la relation. Donc presque, c'est à ce moment-là où on va jouer un jeu. On ne va pas être soi-même. Puis au bout d'un moment, dans la relation intime, ça craque. On finit par être soi-même. Et si on n'a pas assimilé les concepts de transformation et qu'on a juste compris, en général, ça ne marche pas suffisamment. Donc il y a des phases, et ces phases, elles sont normales. Et je pense que c'est intéressant d'aller encore un petit peu plus loin que juste je comprends avec ma tête, mais je suis capable de passer à l'action, de poser des actes différents dans mes relations. Et l'idée, c'est d'apprendre avec des relations où il y a moins d'enjeux. Dire, quand on apprend à faire du vélo, on apprend d'abord avec des roulettes. Là, c'est pareil. Si on veut apprendre à être dans une relation amoureuse avec plus de respect de soi et de l'autre, ça veut dire poser des limites, apprendre à jouer et à entendre les limites. Peut-être que c'est intéressant de le faire avec des relations où il y a moins d'enjeux que la relation amoureuse. Moi, j'ai eu l'impression de devoir réapprendre quasiment au quotidien. Par exemple, apprendre à dire non, que ce soit en amour, en amitié, chez la boulangère le matin. Apprendre à dire non, apprendre à poser des limites, même en soirée avec des amis, avec les parents. Mais ça a été, pour le réapprendre, ça a vraiment été du quotidien, quasiment mot à mot, à la phrase par phrase, et puis allez, yes. J'ai réussi à dire non, j'ai réussi à poser une limite, j'ai réussi à pas me faire avoir. Parce qu'on a peur du rejet. C'est ça. Eh oui. On a peur du rejet, puis quand on est hypersensible et qu'on a un corps gros comme ça, on aurait envie de dire oui à tout. Mais il y a un film qui est d'ailleurs là-dessus, Yes Man. Yes Man, on ne peut pas dire oui à tout. À un moment donné, il y a des choses auxquelles on peut dire oui, des choses où c'est pas possible. Je veux dire, moi, typiquement, si jamais je laisse la porte de ma maison ouverte et que mes voisins viennent se servir comme ils veulent dans mon frigo, à un moment donné, j'ai plus rien pour moi. C'est pas possible, faut dire non. À un moment donné, là, oui, je vous invite, mes amis, vous êtes bien les bienvenus chez moi. Servez-vous pour ce week-end, on fait la fête, on est tous ensemble, servez-vous, faites comme chez vous. Mais le week-end d'après, si les gens reviennent et refont la même chose, en fait non, ça passe pas. Parce que le week-end d'après, moi j'ai envie de me reposer. Et puis sinon, c'est toujours moi qui nourris tout le monde et personne ne nourrit moi. Et puis surtout, c'est à mon détriment. Donc à un moment donné, dire là c'est ouvert, là c'est pas ouvert, là c'est possible, là c'est pas possible, sans forcément souffler le chaud et le froid pour l'autre. Mais juste de dire, ok, là oui, bien sûr, ok, ça marche. Puis là, je sais pas, j'hésite un petit peu, peut-être pas cette fois, peut-être une prochaine. D'être dans la nuance, bien sûr, pas de manière abrupte, mais de pouvoir poser une limite pour soi et pas contre l'autre, ça change tout. Étape numéro 3 sur 100. On a vu, étape 1, c'est une espèce de grosse dépression qui est l'équivalent de se retrouver allongé, KO dessus. Étape numéro 2, c'est de réaliser que oui, au début, on a le droit de diaboliser l'autre, être pas content, demander à tout le monde d'accepter que c'est l'autre le problème. L'étape 3, c'est le début de la remise en question, la remise en cause. L'étape 4, c'est de savoir réimposer ses limites en douceur, faire ça de manière journalière et prendre son temps en fait là-dedans, prendre son temps pour aller mieux, pour avancer. Mais le problème, c'est quand on est dans des relations toxiques comme ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a une angoisse au fond et que l'autre vient combler. Donc prendre son temps, ça veut dire affronter son angoisse. Et il y a des personnes pour lesquelles c'est absolument impossible. Et c'est dans ces cas-là où on va faire ce qu'on appelle des vases communicants. C'est-à-dire qu'on va transférer sa dépendance amoureuse sur une dépendance à une substance biochimique ou une substance à un autre comportement addictif. Et si on n'est pas accompagné pour travailler sur l'angoisse, à ce moment-là, en général, malheureusement, ça ne se résout pas sur du long terme. Ouais. Et on reproduit la même chose. Et on reproduit soit dans un autre domaine, mais on reproduit le même fonctionnement en fait.
Merci pour ces informations, Quentin. Avec grand plaisir. Salut à tous, bye. Prenez soin de vous. Ciao.